Bonjour à toutes et tous pour ce second midi de l'IREMO de la saison. Nous avons le grand honneur, grand plaisir de recevoir Gilles Gauthier, qui vient de publier Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Alors, avant de lui laisser la parole, je voudrais dire que l'autobiographie politique est un genre périlleux, parce qu'on risque ou bien de focaliser sur les analyses, le contenu, et de perdre de vue la dimension personnelle. Je ne citerai pas d'exemple, mais j'en ai pas mal en tête. Ou bien, à l'inverse, de sous-estimer dans le livre la réflexion, de sorte que le moi, pour ne pas dire l'ego, monopolise l'attention. Eh bien, ce qui m'a beaucoup plu dans le livre de Gilles Gauthier, c'est qu'il évite, sans mal d'ailleurs, l'un et l'autre risque. C'est même un livre modèle, je trouve, dans le genre, pour l'imbrication entre l'auteur, sa personnalité, sa vie, et les sujets sur lesquels il est amené à travailler, et plus que cela, à se passionner, comme le dit son titre. J'ai personnellement, il faut toujours dire d'où on parle, j'ai personnellement connu Gilles Gauthier comme diplomate au Caire, où il dirigeait la politique culturelle de l'ambassade, et nous avons créé ensemble une filière francophone de formation au journalisme qui, ma foi, a fonctionné plus de 15 ans. Et autre chose qui est encore d'une certaine manière plus important, puisque ça vit toujours, qui est Al-Ahram Hebdo, donc un hebdomadaire francophone du quotidien Al-Ahram. Eh bien, l'ayant connu à plusieurs reprises donc, dans ce travail, j'avoue ne l'avoir découvert vraiment qu'en lisant son livre. Alors, il y a énormément de choses que je pourrais dire. J'en citerai deux qui sont deux surprises pour moi. La première surprise, c'est son engagement, dont je n'avais pas à l'époque mesuré l'ampleur, du soutien au Front Polisario, qui lui a même valu d'être arrêté, et presque d'avoir peur d'être torturé, à la solidarité avec les révolutions arabes, notamment la révolution égyptienne, en passant par la critique sévère de la politique mercantile de la France, par exemple avec l'Arabie saoudite. L'autre surprise, c'est que cette passion pour le monde arabe est aussi une passion pour les Arabes, les hommes arabes. Et il me semble que ce qui est très intéressant là, ce n'est pas un quelconque outing, comme on dit aujourd'hui, il n'était plus à faire, mais le fait que les deux dimensions soient inséparables. C'est-à-dire que si Gilles Gauthier aime profondément l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est aussi à travers ces amitiés qu'ils lui ont fait connaître, d'autant, et moi ça m'a frappé, je le dis sans ouvriérisme aucun, sans populisme évidemment, que ces amis sont souvent issus du peuple, pas des gens qu'on rencontre dans les salons de l'élite. Gilles Gauthier est indiscutablement un diplomate expérimenté. Après avoir été enseignant en Algérie, au Maroc, puis avoir séjourné au Liban et au Yémen et en Syrie, il passe son CAPES d'arabe, puisqu'avant il était prof d'espagnol. J'étais collé en arabe, oui, mais j'étais collé au CAPES. Il était collé au CAPES, oui. Il n'a pas eu, mais enfin, il a fait la préparation du CAPES. C'est déjà l'essentiel. Et il va, fort de cette maîtrise de l'arabe, représenter la France en Irak, en Algérie, à Bahreïn, en Égypte, au Liban, puis de nouveau en Égypte et enfin au Yémen, beau tour de la région. Mais je dirais que si, on le voit très bien en lisant son livre, si Gilles Gauthier a représenté la France dans cette région, il a aussi, d'une certaine manière, représenté cette région en France, c'est-à-dire essayer de faire comprendre à des gens qui avaient parfois quelques difficultés à le faire, la réalité de ces peuples, leurs aspirations, leurs attentes, ce qui les faisait
souffrir. Dans un sens comme dans l'autre, de la France vers le monde arabe, du monde arabe vers la France, Gilles Gauthier a moins été une courroie de transmission, comme beaucoup de diplomates, qu'un électron libre, guidé par la connaissance du monde arabe et un certain nombre de convictions sur son avenir et sur la manière d'avancer vers cet avenir. Électron libre, il le reste, puisque libéré de ses obligations au Quai d'Orsay, il joue un peu de tous ses talents. Il conseille Jack Lang à l'Institut du monde arabe, où il organise de grandes expositions, par exemple la dernière que vous avez peut-être vue sur le canal de Suez. Il traduit aussi des textes de l'arabe. Je pense évidemment au roman d'Al-Aswani, dont l'inoubliable Immeuble Yacoubian, et celui qui vient de sortir, je vous le signale, j'en profite, qui s'appelle J'irai vers le Nil, et qui traite très largement de la révolution de 2011. Il y a aussi du temps pour les débats et pour les rencontres, et donc je remercie beaucoup Gilles Gauthier d'avoir pris sur ce temps pour venir parler avec les amis de l'IREMO. Et sur ce, je lui passe la parole parce que j'ai dû être très partiel, sinon partiel. Non, pas tellement. Non, ça vous suffit. Avez oui. votre micro, allez-y. Ça suffit, vous entendez. Oui, mais il ne faut pas trop bouger parce qu'il tombe. Ah. Voilà. Ce qui m'a amusé, c'est que vous avez parlé d'électrons libres. Il y a un ambassadeur que j'aimais beaucoup, qui était ambassadeur au Liban, Jean-Pierre Lafont, un homme de droite, mais qui était quelqu'un de très bien. Et ça s'est très bien passé avec lui, comme on a vraiment très bien travaillé ensemble. On a eu une vraie politique que je continue à trouver bonne dans ces 2 années-là. Et donc, quand j'ai présenté mon livre à l'Institut du monde arabe, Jean-Pierre Lafont était là et a dit quelques mots très gentils, mais parmi ces mots très gentils, il a dit « Monsieur Gauthier, je ne vous connaissais pas, donc la même chose, je ne vous connaissais pas, mais je me suis rendu compte maintenant que vous étiez un électron libre. » Alors bon, cette expression qui peut sembler effectivement négative ne l'est pas du tout dans votre esprit et dans le mien. Et donc, voilà, je voulais vous dire quelques mots sur pourquoi j'ai écrit ce livre et comment m'en est venue l'idée. Alors, comme beaucoup de gens, peut-être même dans cette salle, j'ai eu souvent, depuis longtemps, envie d'écrire et j'ai commencé des romans et j'en ai terminé. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. Enfin, il y a des choses d'ailleurs que je compte reprendre. Et puis un beau jour, je me suis dit, en passant devant une librairie, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'ajouter encore un livre? Qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que j'ai quelque chose à dire qui soit vraiment spécial? Qu'est-ce que j'ai que la plupart des autres n'ont pas? En tout cas, que nous sommes peu nombreux à avoir. Et je me suis dit que c'était probablement cette relation avec le monde arabe qui était ancienne, puisque j'ai appelé ce texte que j'écrivais, je l'ai appelé 50 ans dans mon ordinateur. Le nom, c'était 50 ans. Le titre a été donné ensuite. Et je me suis dit, 50 ans, c'est une longue période, c'est important, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde arabe à ce moment-là. Et moi, j'ai été tout le temps dans ce monde à cette époque-là, même quand j'étais à Paris. Même quand j'étais à Paris, ce qui était rare d'ailleurs, j'ai eu une carrière avec beaucoup de postes à l'étranger, mais même quand j'étais à Paris, j'étais toujours en relation, j'y revenais, j'avais des amis qui venaient me voir à Paris, et je me suis dit que c'est important que je parle de ces 50 ans. Alors, que je parle de moi, oui, pourquoi pas, je pourrais aussi le faire d'une autre façon, plus intime, mais j'ai pensé aussi que raconter 50 ans de monde arabe à travers mon prisme, comme je les avais vus, c'était quelque chose qui pouvait apporter à la connaissance, apporter au plaisir des gens, d'ailleurs aussi, parce que j'espère qu'il y a du plaisir à lire. Et voilà, je me suis mis là-dedans avec cette idée.
c'est très bien, c'est très bien vu, parce que vous avez dit, parce que c'était ça qui m'a tout le temps tracassé pendant que j'écrivais, c'était comment maintenir l'équilibre entre ma biographie et l'histoire du monde arabe. J'ai coupé beaucoup de choses, parce qu'il y avait des moments où je faisais de grandes dissertations sur l'histoire du monde arabe, sur... Bon, je me suis dit que c'était trop, il fallait un équilibre. Et d'autre part, j'avais envie de dire un peu plus de choses peut-être concernant ma vie privée, mes amours, mais là aussi, j'ai pensé que ça nuirait à l'équilibre global du texte. Et finalement, alors bien sûr, j'ai aussi eu des conseils. Après, j'ai des amis qui ont lu ce livre, qui m'ont aidé à couper, parce que c'est toujours difficile de couper. Et ça a donné ce résultat. Et bon, en le relisant, je suis pas trop déçu par ce que j'ai écrit. Alors, vous parlez de ma carrière. Alors d'abord, le monde arabe, pourquoi? Le monde arabe par hasard, hein, finalement, parce que je suis de Bordeaux, fils d'instituteur, je suis né dans une école publique, parce que à l'époque on naissait chez soi encore. Donc mes parents étaient instituteurs, donc je suis né à l'école. Et oui, on a fait la maison là. Et ce qui est terrible, c'est qu'ensuite j'étais enseignant. J'ai cru ne jamais en sortir. Et donc, j'ai fait des études d'espagnol. J'ai fait même j'ai écrit une lettre à l'ambassade de Cuba en 62 ou 2, je pense, pour demander une bourse, parce que j'avais vu qu'il y avait des bourses, on envoyait des gens dans une île, enfin, c'était le début de la Révolution. Et en fait, je n'ai reçu la réponse qu'après avoir été accepté pour le service en coopération en Algérie. Mais si j'avais reçu la réponse à Cuba avant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de monde arabe, hein. Peut-être qu'il y aurait eu l'Amérique du Sud. Et donc, il y a eu ce premier poste en Algérie, qui est à Batna. À Batna, c'est loin, c'est à plus de 500 km d'Alger, je crois, si je me souviens bien. C'est à 118 km de Constantine et 118 km de Biskra. Ça, je me souviens parce que ça avait été une ville qui avait été créée par l'armée française juste au milieu de la route. Et Batna, c'était un endroit au cœur des Aurès où la France avait été présente comme partout, mais tout de même un peu moins que dans l'Oranie, par exemple. Et puis, il y avait ce massif des Aurès qui avait été au cœur de la Révolution, et mes élèves étaient les enfants de beaucoup avaient des parents qui étaient morts pendant la guerre, hein, c'était en 66, donc mes élèves avaient 13, 14 ans, 15 ans, j'en avais certains qui avaient mon âge. Et donc, l'accueil de Batna était extraordinaire. C'était... Tout de suite, j'ai fait partie de 4 ou 5 comités, groupes. Enfin, j'étais accueilli comme si j'étais chez moi mieux. Enfin, et donc, je crois que c'est Batna qui a déclenché cette relation. Et là, à ce niveau-là, c'était pas une relation érotique encore. Et alors, donc, à Batna, j'ai commencé à apprendre l'arabe un tout petit peu, j'apprends un peu de classique, un peu de dialectal, enfin, j'ai toujours appris l'arabe, je continue d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai commencé à avoir ce lien à cet endroit-là. J'ai eu parmi mes élèves un des fils de Ben Blaïd, le grand dirigeant de la Révolution, mais j'en ai eu d'autres plus modestes. Et donc ça a été et puis alors après il y a eu Alger, et Alger, j'ai eu la chance de connaître des gens comme Jean Sénac, qui était un ami, un très grand ami pendant les 3 ans que je l'ai connu, mais jusqu'à son assassinat. Donc voilà, il y a eu toute cette faut peut-être dire juste pour nos amis qui le connaissent pas, oui, un très grand poète assassiné. Réellement un grand poète. Je viens me recevoir l'autre jour des poèmes inédits qu'on m'a envoyés, et
oui, c'est un grand poète, et puis alors c'est un personnage, et qui a donc pris fait et cause pour le FLN dès le début, et qui ensuite, après l'indépendance, n'a pas eu sa place, qui est toujours resté en marge et qui a fini par être assassiné. Donc voilà, il y a eu cette connaissance. À partir de ce moment-là, c'était fait. En Algérie, il y a eu un premier amour, un grand amour, le premier, le plus triste, le plus terrible, mais je suis toujours ami de la famille de cet ami-là et de sa famille. Normalement, il y a une des filles qui devait être présente aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est rentrée. Et voilà. Et puis à partir de là, ça a continué logiquement. Le Polisario, après, quand je suis allé au Maroc, c'était le second grand moment parce que j'étais très proche. J'étais tout le temps avec eux. J'étais professeur à Inesgan et la moitié de ma classe était des élèves sahraouis. Et ils étaient tout le temps à la maison, on allait à droite, à gauche, je le transportais, et j'étais presque en train de devenir sahraoui moi-même. Mais il y a un sahraoui, il m'a dit que c'était pas possible. Mais donc là, je me sentais extrêmement proche, et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je sache cette langue, que je l'apprenne. Je me suis mis encore plus sérieusement à ce moment-là, voilà. Mais je ne veux pas vous parler trop longtemps parce que... alors après, oui, une autre chose peut-être. Donc tout ça, pour l'instant, je suis un homme libre, enseignant, mais je n'ai pas le sentiment de représenter spécialement un pays où... Enfin, je suis français, bien sûr, mais il n'y a pas ce sentiment de responsabilité qu'on peut avoir quand on est diplomate. Et je deviens diplomate, un peu par hasard là aussi, parce que je suis collé au CAPES d'arabe, et que je suis reçu un petit concours des affaires étrangères qui s'appelle le concours de secrétaire de chancellerie. Ce n'est que l'année suivante que j'ai eu le concours d'Orient. Et donc, quand je suis collé au CAPES d'arabe, un élève tunisien, franco-tunisien, qui était reçu, lui, voyant que j'étais déçu, que je faisais grise mine, me dit Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun laka, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun laka. Peut-être que tu aimes une chose qui est mauvaise pour toi, peut-être que tu détestes une chose qui est bonne pour toi. Et donc, je me suis souvent répété ça par la suite. J'ai choisi les affaires étrangères, j'ai été envoyé à Bagdad. J'ai eu tout de suite un poste diplomatique, malgré le fait que j'avais un concours qui ne l'était pas, qui était un concours de chancellerie. Et j'ai tout de suite été dans le bain. Et alors là, je représentais la France. Et là, je représentais une politique qui ne me plaisait pas. Là, je dois dire. J'étais pas à un niveau important. J'étais troisième secrétaire de l'ambassade. J'avais le contact avec les affaires étrangères du pays, qui étaient des contacts sympathiques, hein, même si c'était des gens du régime. Mais enfin bon, il faut bien vivre. On avait des rapports, mais c'était très limité. Comme on n'avait absolument pas le droit de fréquenter l'Irakien. Enfin, et là, j'ai vu l'horreur de cette dictature irakienne, et je trouvais que la France allait très loin dans son alliance. J'avais un ambassadeur qui était fanatiquement baasiste. Qui était un homme qui, avec moi, il avait une attitude ambiguë. J'ai pas que de mauvais souvenirs de lui, mais il était impossible de lui dire quoi que ce soit. Par exemple, j'avais un ami kurde. Alors, je vous disais qu'il était interdit de fréquenter qui que ce soit, mais j'ai vu une journaliste égyptienne de passage, dont le père était kurde, et elle avait la nationalité égyptienne. Et elle m'avait présenté son cousin. Et ce cousin venait me voir de temps en temps pour me parler du Kurdistan, tout ça. Alors on prenait bien sûr des tas de précautions, mais ce qu'il me disait était inutile parce que je ne le disais pas à mon ambassadeur, parce que je craignais le pire. Il est très proche du régime. C'était une espèce de passion. Parfois, j'ai remarqué qu'il y avait une passion pour les dictateurs, hein, chez certains. Vraiment, hein, une passion profonde. Le surhomme, celui qui va changer le monde. Excusez-moi, je profite. Oui. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas une grande passion pour Saddam Hussein dans une
très large partie de la classe politique française. Alors, ça a commencé à l'époque de Chirac, mais il ne faut pas oublier que chez Saddam Hussein, il y a eu deux Saddam Hussein. Enfin, c'est le même homme, mais il y a eu avant 79 et après 79. En 79, il s'est passé quelque chose qui mériterait un film, qui mériterait une pièce de théâtre, je sais pas quoi. C'est terrible. Il y a eu, c'est filmé. D'ailleurs, le film existe. La séance a été filmée. En 79, il y a eu une réunion du Conseil national de la Révolution, je crois, ou du Comité central ou un truc comme ça. Enfin, ils étaient une centaine. Et c'était, on aurait dit une salle de classe dans un lycée Pailleron. Et la télévision filmait de façon très fixe. Et Saddam lisait un discours fleuve, et puis tout d'un coup, il s'est arrêté, il croyait que c'était la fin, et il a dit, on vient de découvrir un complot vient d'être découvert. Et à ce moment-là, on avait l'impression que la caméra tremblait. Et puis, il a commencé à dire des noms. Et au fur et à mesure qu'il prononçait les noms, on venait chercher la personne dans la salle qui sortait, et il pleurait. Saddam Hussein pleurait, en disant, toi, mon frère, toi que j'aimais tant, et hop. Et puis, à un moment, il a commencé une phrase, puis il n'a pas terminé. Il a dit, bon, allez, il faut que j'arrête maintenant. Et il en a gardé la moitié. Et à partir de ce moment-là, son beau-père, Bakr, je ne sais pas si c'est exactement à ce moment-là qu'il a démissionné, mais il a été totalement mis à l'écart. Et à ce moment-là, ça a été la paranoïa, le pouvoir absolu, quelque chose d'effrayant, l'expulsion des Iraniens. Il y a quand même eu des centaines de milliers de personnes expulsées du pays. Et le régime est devenu abominable. Avant, c'était une dictature comme les autres. Et après, c'est devenu quelque chose de pire. Voilà, donc là, j'avais cette difficulté comme diplomate. À Paris, je parlais à la sous-direction, comment elle s'appelait? Sous-direction Moyen-Orient, c'est ça? Sous-direction Moyen-Orient, je parlais au sous-directeur puis aux autres, je disais des choses que je ne disais pas à l'ambassadeur. Ils étaient avides de m'entendre parce qu'ils savaient bien que l'ambassadeur exagérait. Et ça changeait avec Dumas. Dumas était plus raisonnable. On a vraiment ralenti un petit peu, mais enfin quand même, on est resté très très proche de ce régime. Et après, après j'ai représenté la France dans plusieurs endroits. Quand j'étais conseiller culturel, je n'avais pas de problème d'état d'âme. Là, je défendais une bonne cause. C'était donc la présence culturelle française, les écoles francophones, les filières francophones. Mais assez souvent, j'étais en accord avec la politique. Je pense au Liban, j'étais assez en accord avec la politique qui consistait à appuyer Hariri, le père, et son effort de reconstruction, même s'il y avait beaucoup de choses à dire sur le modèle choisi, mais néanmoins, voilà. Et sur toute la période Chirac, j'étais pas trop en désaccord. Il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient que la France était aimée dans le monde arabe, que c'était de tous les pays d'Europe celui qui était le plus proche. Ce n'est que plus récemment que maintenant je plains mes collègues, je ne sais pas comment ils font parfois, parce que beaucoup sont comme moi, on a les mêmes sensibilités, et je ne sais pas comment ils font pour défendre certaines orientations. Voilà, mais écoutez, je préférais qu'on ait un dialogue, j'ai déjà parlé beaucoup, non? Combien de temps? Peut-être qu'on pourrait parler de... Voilà. Alors, pour les non-habitués, donc il faut demander la parole, comme partout, mais surtout attendre le micro, parce que sinon, la vidéo ne tiendra pas compte de ce que vous direz, ce serait dommage. À qui? Je vous en prie. Bonjour. Je voulais juste apporter une confirmation de ce que vous dites sur l'Irak. J'ai travaillé à l'ambassade d'Irak à Paris en 79-80 dans le service médical. Ils avaient un bureau médical
où on faisait venir, j'ai un problème, excusez-moi, on faisait venir des Irakiens pour se faire soigner. Et je me souviens de ce film dont vous parlez. On le projetait, et on le projetait dans le bureau culturel de l'ambassade d'Irak. Et il y avait donc des Français qui étaient là et qui trouvaient ça tout à fait normal. Je me souviens également que lorsqu'il y avait des fêtes à l'ambassade, des hommes politiques de tous bords téléphonaient pour dire « Vous avez oublié de me contacter, de m'inviter ». Donc, il y avait une relation très forte et très importante. Des noms. Je ne peux pas donner presque tous, on pourrait donner des noms, c'est pas la peine, parce que les pauvres se sont, par ailleurs, ils peuvent avoir des qualités, mais de gauche et de droite, hein, c'était une fascination pour le pouvoir. L'idée, alors, pour prendre, disons, pour essayer de justifier un peu ces personnes, l'idée c'était que le monde arabe, il y a des gens qui le croient encore, donc c'est ça, que le monde arabe a besoin, pour se développer, pour affirmer son indépendance, a besoin d'hommes forts et de politiques brutales. Et on vous dit, mais Nabucodonosor n'était pas un tendre. Oui, d'accord, mais enfin, on n'est pas à la même époque. Et ça, beaucoup de gens croient ça, et encore maintenant. D'autres remarques, questions, je vous en prie. Merci pour votre présentation. Je n'ai pas lu votre livre, donc peut-être ma question, il y a la réponse dans le livre. J'ai deux questions. J'aurais aimé savoir comment vous conciliez cette amitié sahraoui, cet intérêt pour le Polisario avec toute la politique française depuis pratiquement le début du conflit. Et je suis aussi intéressée par votre avis sur le Yémen. Je connais rien. Oui. Mais je vois la situation au Yémen et j'aimerais bien avoir votre... Oui. Alors, sur le Polisario, bon, j'ai jamais eu de problème, hein, puisque j'ai jamais eu à traiter de ce dossier. La seule fois où la question s'est posée, c'est quand j'ai été nommé à Alger en 84. Donc, c'était encore assez frais. Et l'ambassadeur était François Cher, un homme très bien, un homme de gauche, un Alsacien, protestant, un grand ambassadeur. Et donc, François Cher, je lui ai dit, en arrivant, je lui ai dit, Monsieur l'ambassadeur, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant de ma relation avec le Polisario. Il n'était pas au courant. C'est amusant, on croit que tout est bien ficelé, mais on ne l'avait pas dit. Alors, je lui ai dit, écoutez, voilà, enfin, je lui ai raconté, et puis je lui ai dit, est-ce que je peux avoir des relations avec eux sur le plan amical? Ou est-ce que vous me l'interdisez? Oui, bien sûr. Et j'ai eu, pendant tout mon séjour à Alger, des relations avec les Sahraouis qui venaient me voir à la maison, moi j'allais les voir au bureau. Je dois dire que je suis reconnaissant à l'ambassadeur et aux Sahraouis de ne pas m'avoir utilisé. Ils sont restés amicaux, et ils n'ont pas essayé ni dans un sens ni dans l'autre. Sauf une fois, mais ça c'était plus François Cher, mais ça c'était légitime d'ailleurs. C'était un ambassadeur que j'aimais pas, mais c'était légitime qu'il me le demande. Et un Français avait été détourné, un Français était dans un petit avion qui était tombé du côté de Ouadhibou, je pense, mais du côté sahraoui, et les Sahraouis l'avaient pris. Et donc, l'ambassadeur m'avait demandé d'aller négocier avec mes amis sahraouis, et en disant, ne cédez pas trop de choses, alors nous pourrions, s'ils veulent que nous envoyions quelqu'un de l'ambassade, nous pourrions envoyer, mais plutôt un consul, et s'ils veulent que nous fassions une déclaration, essayez de vous faire pour le mieux. Alors je suis allé voir Abdel Fattah, il s'appelait comme ça à l'époque, mais Haddad il s'appelle. Et alors je suis allé le voir, c'était le chef du bureau à Alger, et je lui ai dit, bon, pour les Français là, qui est là-bas, qu'est-ce que vous avez des demandes, Il a dit, des demandes? Non, pourquoi? Des conditions? Non, pas de conditions. Ah bon? Et quand est-ce qu'il va être à Alger? Dans 2 jours. Et ils ne nous ont rien demandé. C'était très grand seigneur.
Et donc voilà, sinon dans les autres postes, j'étais beaucoup au Moyen-Orient, j'ai un peu quitté le Maghreb par la suite. Presque tous mes postes ont été au Moyen-Orient, donc je n'ai pas eu à traiter de ce sujet. Mais la politique française dans ce domaine est la pire de toutes. Notre alignement sur le Maroc est quelque chose de complexe. Il y a des côtés positifs là aussi, il y a vraiment un lien humain très fort, mais ce lien humain est parfois trop fort, il finit par faire oublier la réalité. Donc ce lien avec le Maroc fait que la France est le plus grand allié du Maroc dans l'affaire sahraoui, c'est certain. C'est certain. Mais dans tous les domaines, en fait. Et dans tous les domaines, oui. Dans tous les domaines. Donc là, il y a un sujet réel. Alors, mes amis marocains n'étaient pas, enfin, à l'époque, ils ne savaient pas vraiment, mais que quand j'en ai revu par la suite, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Presque tous les Marocains sont partisans de la marocanité du Sahara. Moi, c'est pas dans ce... Moi, à la limite, ça ne m'intéresse pas que le Maroc soit... Ça regarde les Sahraouis eux-mêmes. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a un peuple, qui a un territoire colonisé qui n'a pas été décolonisé. Il ne l'a pas été. Il y a eu un petit accord qui est passé pour transférer actuellement la situation au Sahara occidental, c'est que le Maroc dispose de l'administration qui lui a été conférée par l'Espagne. Donc en fait, je ne suis pas spécialiste de droit international, mais je pense que le Sahara doit toujours être espagnol, plus ou moins. C'est l'administration qui a été transférée. Le Maroc n'a pas la souveraineté. Je voudrais vous pousser un peu plus loin oui. sur le Sahara, parce qu'on en parle rarement, même à l'IREMO. Oui. Moi, j'ai découvert le problème dans une conférence internationale à Alger au début des années 70. Ah oui. J'étais très frappé que les rapports de force étaient très complexes, puisque les Marocains étaient contre, évidemment. Les Algériens étaient très pour. Les Soviétiques étaient contre. Ah oui. Donc c'était un conglomérat assez bizarre. Moi, j'ai fait des reportages là-bas. J'ai toujours été extrêmement favorable au droit à l'autodétermination, comme vous dites, du peuple sahraoui. J'étais ami quand il a été libéré de ses 17 ans, je crois, de prison d'Abraham Serfati, de Christine Dor. Mon cœur est clairement là. En même temps, j'ai toujours eu un doute sur la question de l'État. Je me suis toujours demandé si l'avenir de la solution de ce conflit, qui n'en finit plus, c'est vraiment un État sahraoui ou bien une forme d'autonomie particulièrement développée, culturelle et politique. C'est-à-dire, au fond, moi j'ai toujours eu un doute sur l'issue, quoi. Voilà. Et visiblement, sur l'issue État, on n'avance pas. Sur l'issue autonomie, on n'en sait rien puisqu'on n'essaye pas. Alors, j'ai un ami qui était un des tout premiers militants du Sahara et qui, maintenant, penche pour l'autonomie et qui a pris des contacts déjà. Enfin, il était au Polisario, bon, je ne connais pas bien les détails. Moi, ce que je dirais, c'est qu'une autonomie n'est possible que dans une démocratie. C'est pas possible qu'il y ait une autonomie dans un régime qui n'est pas démocratique. Donc, s'il y avait un régime démocratique au Maroc, oui, une autonomie serait certainement une bonne solution, parce qu'il y a des liens forts entre les Sahraouis et les Marocains, plus forts sans doute qu'entre les Sahraouis et les Algériens, je pense. Mais dans l'état actuel des choses, ça se transforme plutôt, la présence marocaine, en une colonisation humaine des territoires sahraouis par des gens venus du Nord. Mais la situation est très complexe, parce que les Sahraouis qui sont dans les territoires marocains, ils continuent à être en relation avec leurs amis de Tindouf, où ils se rencontrent, ils viennent. Moi, quand le livre est sorti, mais très vite, j'ai eu un coup de fil de Tindouf, où ça m'a fait très plaisir parce qu'on m'a dit voilà, ce livre nous servira d'archive parce que nous avons oublié tout ça et voilà. Et puis j'ai reçu un autre coup de fil du sud du Maroc, qui est d'un garçon qui était en prison aussi au Maroc pendant des années
Et j'ai reçu un autre coup de fil du Sahara actuellement occupé par le Maroc. Donc, 3 coups de fil de 3 personnes qui étaient tous des gens qui avaient milité pour le Polisario, qui n'avaient pas tellement changé d'avis. S'il y avait un référendum, à mon avis, quand ils voteraient pourquoi le roi ne veut pas d'un référendum s'il pensait qu'il allait le gagner? Parce que actuellement, on est dans une situation tout de même de totale illégalité internationale. Il y a quand même eu un accord aux Nations Unies qui en échange du cessez-le-feu, prévoyait un référendum. Ça fait combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Oui, mais il faut constituer les listes électorales. Elles sont faites. Elles sont plus ou moins faites. Non, mais ils ont repoussé. Donc oui, une entente avec le Maroc, mais le Maroc n'est pas fiable, n'est pas crédible, le régime marocain. S'il y avait un cadre maghrébin, mais un cadre maghrébin n'est pas possible. L'Algérie est dans l'état dans lequel elle est actuellement, que je ne connais pas bien, mais qui me semble pas spécialement réjouissant. Le Maroc, sa situation n'est pas non plus extrêmement... Donc, ce cadre maghrébin n'existe absolument pas. Oui, moi je suis comme vous, je suis pas du tout un fanatique. Ce que je reconnais néanmoins sur le plan culturel, c'est qu'il y a une unité Mauritanie-Sahara, et que si une union devait se faire, c'est Mauritanie-Sahara. C'est là qu'est l'unité culturelle. Ça me fait beaucoup penser personnellement, cette question sahraoui, à la fameuse affaire des réfugiés palestiniens. C'est-à-dire, il est indiscutable qu'il y a une résolution de l'ONU, la 194, qui prévoit le droit au retour ou à la compensation. Il est indiscutable que le gouvernement israélien, quoi qu'il en dise, l'a reconnu en 1949 à la conférence de Lausanne, et ensuite lorsqu'il a été admis. Mais dire tout ça, et on pourrait en dire encore beaucoup plus, surtout quand Trump est en train d'essayer de détruire l'UNRWA, etc., dire tout ça ne veut pas dire qu'il y a 5 millions de réfugiés palestiniens qui vont demain se retrouver à Tel Aviv, à Jérusalem ou à Haïfa. Donc on a à la fois des principes qu'il est très important de rappeler, qui fondent toute politique, mais en même temps une approche qui permet de résoudre, quoi. Gérard. Non, le Yémen, je vais y venir, bien sûr, je vais parler du Yémen. Pas de problème. Il se trouve que j'étais au Maroc au moment de la marche verte, et je crois qu'il faut, pour réfléchir sur ce problème, il faut se souvenir de ce qui s'est passé très précisément au moment de la mort de Franco, quand Hassan II a organisé cette marche verte qui a été célébrée dans tout le pays triomphalement avec toutes sortes de musique pendant des années même. Donc 400 000 ou 500 000 Marocains dont le pouvoir avait organisé la venue à la frontière du Sahara occidental, qui venait donc du fait de la mort de Franco de rentrer dans une espèce de décolonisation nécessaire. Bon. À ce moment-là, donc une sorte d'énorme mouvement populaire que Hassan II avait soigneusement préparé grâce à sa préparation. Et en même temps, l'armée intervenait pour empêcher les militants du Polisario, tu me diras si je me trompe, les militants du Polisario de fuir vers la frontière algérienne où ils savaient qu'ils pourraient continuer la lutte. Donc il y a eu un mélange, si vous voulez, d'une énorme opération médiatique et politico-médiatique qui a été parfaitement réussie, et puis des opérations militaires avec l'aviation, etc., complicité de la France dans l'armement du gouvernement marocain. Et de telle sorte que, c'est là où je voulais en venir, quand on réfléchit sur l'autonomie possible du Sahara occidental, il faut se souvenir que effectivement le mouvement indépendantiste a été privé de tout ce qui pouvait représenter, tout ce qui était une élite qui aurait pu donner un avenir à cette République arabe sahraoui démocratique, un avenir. Alors qu'actuellement, effectivement, on est dans une situation insolue, puisque, comme tu l'as dit, du point de vue du droit international, rien n'est résolu.
Et du point de vue pratique, le Maroc continue d'administrer et avec énormément de répression, puisqu'il y a actuellement, je crois, plusieurs centaines de Sahraouis indépendantistes qui sont encore en prison, et Dieu sait si les prisons marocaines sont quelque chose de redoutable. Oui. Oui, je pense que la marche verte, effectivement, il y a eu un mouvement populaire très très authentique, mais ensuite les gens qui sont partis, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que le mouvement authentique a eu un enthousiasme. J'ai assisté avec des amis, mais quand ces amis ont demandé à partir pour la marche verte, on leur a dit non, pas vous, et on a envoyé des gens comme ça qu'on ramassait. Et donc, mais pour ce qui est de la marche verte, ça a correspondu à une période au début de la répression, d'une répression très dure. C'est là qu'ont commencé les arrestations, c'est là qu'ont commencé. Et donc, ceci étant, bon, les Sahraouis ont des cadres, hein. C'est pas les cadres qui leur manquent. Je veux dire, ils ont de quoi encadrer un pays parce que ils ont été formés en Espagne, ils ont été formés à Cuba, enfin. Donc ils ont des cadres plus que, par rapport à leur population, plus que beaucoup de pays. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, le Yémen, par quel bout prendre ça? Le Yémen, il y a actuellement une... Bon, peut-être Gilles, sans vous guider, oui, mais oui. Moi ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est comment, a priori sur le Yémen, vous démontez la classification qui est celle de la plupart de nos médias. Oui, c'est-à-dire que voilà, au Yémen, on parle actuellement, j'ai écouté hier encore ça, où est-ce que j'ai entendu dire ça? Ah oui, il y a eu une petite réunion, une conférence au Parlement, il y a eu une rencontre sur le Yémen, et on me rapportait que donc les propos de certains, on parle de... J'ai bougé, bon, d'accord. Je mets les mains derrière le dos, d'accord. Et je... Pas de menottes. J'en ai eu, oui, j'en ai eu des menottes. Alors, donc, mais elles étaient derrière le dos, oui. Je me souviens plus. Alors, donc, toujours est-il que il y a quelqu'un l'autre jour, un spécialiste du Yémen, mais je ne le connaissais pas moi, a parlé des rebelles houthis et de l'armée régulière. Voilà. Dès que vous avez prononcé ces mots, vous avez commencé à complètement travestir la réalité. Parce qu'il n'y a pas d'armée régulière actuellement au Yémen. Il n'y a absolument pas l'ombre d'une armée régulière et il n'y a pas l'ombre d'un gouvernement légitime. Pour rappeler ça, après la révolution, il y a eu une révolution au Yémen, en même temps que juste un petit peu après celle d'Égypte. Et la place de la révolution a été baptisée Sahat al-Tahrir, et non pas al-Tahrir, c'était Sahat al-Tahrir, la place du changement. La place du changement, c'était auprès de l'université, un endroit, c'était pas vraiment une place, c'était un endroit, un espace. J'y suis allé un an après, c'était 2011, fin 2011, et c'était merveilleux. Merveilleux parce que les tribus ennemies s'y rencontraient, les gens déposaient leurs armes à l'entrée, prenaient un ticket, je ne sais pas comment ça se passait, mais quand il y avait une vengeance entre deux familles sur la place, la vengeance était éteinte. C'était comme autrefois les églises. Et donc, il y avait eu cette révolution qui a été assez vite détournée par les islamistes, qui ont pris le dessus. Ils avaient déjà un parti bien organisé, le parti Islah. Et puis, petit à petit, les vrais révolutionnaires ont été marginalisés, mais s'est créée une situation qui impliquait le changement de départ du président, de toute façon. Et donc, les pays voisins, les pays du Golfe, et les pays du Conseil de sécurité ont ensemble organisé ce départ, le départ du président Ali Abdallah Saleh. Et il a été remplacé par son vice-président, qui était devenu président intérimaire. Et c'est lui qu'on appelle le président légitime. C'est-à-dire, il n'a pas été élu,
Et il a une légitimité très très légère, puisqu'il était donc prévu qu'il y aurait des élections 2 ans plus tard, qui n'ont pas eu lieu. Donc, le président Ali Abdallah Saleh, malheureusement, est parti du pouvoir, mais on ne l'a pas obligé à quitter le pays. Et il est resté sur place, et donc il avait beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent. La corruption au Yémen était considérable. Et donc, il a créé une chaîne de télévision, il a continué à diriger l'ancien parti au pouvoir, tout ça. Donc, la responsabilité de ce qui se passe lui incombe très largement à cet ancien président. Dans cette histoire, les Houthis, eux, qui représentent une rébellion au nord du pays, assez ancienne, basée sur c'est compliqué, je commence à parler de tout ça, basée sur une forme de chiisme très atténuée qui s'appelle le zaïdisme, oui. Eux avaient déjà depuis longtemps une réunion et ils étaient descendus, ils étaient déjà très près de Sanaa. Ils étaient présents à Sanaa. Quand j'y étais, en 2009, ils étaient présents à Sanaa, mais un peu partout. J'avais des amis qui me le disaient. Et donc, le président Ali Abdallah Saleh s'est allié à ses anciens ennemis, Houthis, et il y a eu cette prise de pouvoir Houthi sur Sanaa. Et à partir de là, il y a eu le déclenchement Alors, les Houthis ont été extrêmement imprudents, ils sont allés jusqu'à Aden, qui n'est pas du tout dans leur territoire, qui n'est pas du tout... et ils sont allés jusqu'à Aden, et là, il y a eu l'intervention saoudienne, et bénie internationalement, je ne sais pas quelle forme ça a pris, je ne me souviens plus, il y a eu une résolution internationale, non. Ah non. Non, il n'y a pas eu de résolution. Mais en tout cas, il y a eu une coalition internationale qui s'est créée pour lutter contre les Houthis. Mais depuis cette époque-là, quelle est la réalité maintenant? Maintenant, la réalité, c'est que le président qui représente la légitimité vit à Riyad, n'a jamais mis les pieds ici. Il est allé une fois à Aden, il y met très rarement les pieds. Il est à Riyad, il dépend totalement des Saoudiens, et sur place, il n'a rien. Sur place, il n'a rien. Quelles sont les forces sur place? Les Houthis, dans tout l'ancien Yémen Nord, pas tout à fait tout, mais une bonne partie. Tout ce qui était la République du Yémen Nord à l'époque. Et au sud, vous avez les forces djihadistes qui sont très présentes. Al-Qaïda notamment, il paraît que Daesh aussi, mais enfin Al-Qaïda est très présent, très présent. À une époque, ils contrôlaient des provinces, et puis il y a eu un accord interne avec mais ils n'occupent plus les capitales en tout cas, mais enfin ils sont partout et ils peuvent... Il y a aussi les mouvements indépendantistes. Alors, il y avait de mon temps, il y avait Hirak, et maintenant je crois qu'il y en a un second, qui sont soutenus surtout par les Émiratis. Hein. Et donc, dans cette affaire, il n'y a plus aucune légitimité. La seule solution actuellement, c'est d'arrêter les combats, c'est de dire qu'on arrête les combats et que chacun s'engage à rester là où il est et qu'on ouvre des conversations qui avaient déjà lieu avant pour voir ce qu'on peut refaire, comment on peut recoller au maximum ce qui a été cassé. Ça sera très difficile de remettre ensemble le Sud et le Nord notamment. Mais là, que des pays comme le nôtre, au lieu de prôner cette solution, celle d'un cessez-le-feu, qui ne privilégie aucune partie. Quand on voit que la France a choisi son camp, qui est le camp saoudien et le camp émirati, on ne peut que réprouver, que dire que c'est une mauvaise politique, que c'est une politique condamnable, que c'est une politique qui doit être condamnée. Il y a assez peu de discussions là-dessus, même au sein du Parlement. Je sais qu'il y avait une déclaration faite par un fonctionnaire Quai d'Orsay devant une commission de l'Assemblée nationale. Cette déclaration était très bien, sauf 3 ou 4 lignes.
Oui, cette déclaration disait qu'il fallait un dialogue, qu'il fallait encourager le dialogue, mais les trois autres lignes, c'est celle qui parlait de la relation stratégique de la France avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne politique. En dehors du fait d'être condamnable sur le plan humain, ce n'est même pas une bonne politique dans l'intérêt de la France. D'autres questions? Oui, devant. Ah, là-bas, pardon. Après, ici. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, vous venez un peu d'évoquer effectivement la politique française au Yémen, et donc j'imagine que ça va être un peu dans la même ligne ce que je vais vous poser comme question, mais je voulais savoir justement, par rapport au moment où vous y travaillez au Quai d'Orsay, et la politique arabe sous la période Chirac que vous évoquez, quelles sont les politiques aujourd'hui que vous pensez être... partir sur la mauvaise voie, disons, dans la région? Presque toutes, hein. Presque toutes. Je vois que ce soit en Syrie, que ce soit au Maghreb, peut-être que le seul endroit où la France a une bonne politique, c'est en Tunisie, où je crois qu'il y a une aide française assez conséquente à la Tunisie. Et bon, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est le seul espoir, même si la Tunisie n'a pas une taille suffisante pour entraîner derrière elle, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui existe, qui est vivant. Mais partout ailleurs, non. On peut prendre pays par pays. Que voulez-vous, dans un pays comme l'Égypte, par exemple, bien sûr que la France doit avoir des relations. Bien sûr que, quel que soit le régime en place, la France doit être présente sur le plan culturel, doit avoir du commerce. Mais enfin, de là à s'interdire d'avoir des exigences en matière de droits de l'homme, ou simplement des exigences. L'Égypte est un pays indépendant, donc la France n'a pas à exiger, mais en tout cas, rappeler nos positions, demander des comptes, intervenir chaque fois qu'il y a un procès, comme font certains pays d'Europe du Nord. Voilà, par exemple. En Syrie, je ne sais pas trop où on en est actuellement, mais c'était une politique un peu de cafouillage. D'abord, encourager la révolution, dire on était à vos côtés, puis ensuite ne rien faire. Bon, c'était pas très... Enfin, ne rien faire, j'exagère, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais enfin, maintenant, bon, en Syrie, n'en parlons plus parce que la balle n'est plus du tout dans le camp français. Les choses sont en train de se régler entre le Russes, Iraniens, Turcs et Israéliens. Ah oui, hein, oui, aussi. Oui. Donc là, on est tout à fait hors du coup. On est rentré dans cette coalition pour bombarder coalitions contre l'État islamique. Est-ce que la France a les moyens de s'engager dans cette guerre? Si elle n'a pas les moyens, à quoi ça sert d'être là pour poser quelques petites bombes pour dire nous aussi on a des bombes à envoyer et de lier cette guerre à la situation en France? Ça aussi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je me souviens d'une déclaration, c'était encore Hollande, je me souviens qu'après le Bataclan, on avait bombardé la ville de Raqqa. C'est aberrant. Comment peut-on... La France, quand elle a un problème d'ordre intérieur, elle le règle avec des méthodes d'ordre intérieur dans son pays, mais elle ne va pas bombarder un endroit... Bon, même chose au Mali. Je pense que Monsieur Le Drian était, déjà quand il était ministre de la Défense, était en partie ministre des Affaires étrangères, et maintenant qu'il est ministre des Affaires étrangères, ben, il continue dans sa lancée. C'est dommage. J'espère que on reviendra à la raison. Comme je vous ai dit, sous Mitterrand, il y avait eu la politique très très pro-irakienne à un moment de Chesson, et puis ensuite il y avait eu un tournant avec Dumas, donc les tournants sont possibles, il faut l'espérer. Je voudrais vous avez évoqué l'Égypte, qu'on revienne un peu à l'Égypte, c'est quand même un des pays où vous avez
pour lequel vous avez le plus à la fois d'affection et d'intérêt. Oui. Avec le recul, vous qui connaissez très bien ce pays et ses habitants, est-ce que vous avez une analyse de ce qui a fait des raisons de l'échec de la révolution égyptienne? C'est-à-dire, qu'est-ce qui tient à la force de la réaction, qui en Égypte, comme ailleurs avec l'Arabie Saoudite ou le régime de Damas, la réaction a pris expérience de ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce qui tient aussi à la difficulté de la constitution de forces alternatives, quoi. Et ça ne vaut pas que de l'Égypte. Hein. Je veux vous dire, bien sûr, lisez ce livre, mais je veux vous dire, lisez aussi, surtout sur ce sujet-là, pour répondre à cette question précisément, lisez « J'irai vers le Nil » de Alaa al-Aswani, parce que ce dernier roman de Alaa al-Aswani, qui a écrit l'Imam Yacoubian, qui a écrit Chicago, qui a écrit l'Automobile Club d'Égypte, J'aurai maître égyptien, ainsi que plusieurs recueils d'articles que j'ai traduits. Tout ça, c'est moi qui ai traduit. Donc, le dernier livre de Alaa al-Aswani s'appelle « J'irai vers le Nil ». En arabe, il s'appelait El-Gumhuriya Ka'enna, la République comme si. Mais la maison d'édition a cru, à juste raison, que ce titre allait trop ressembler à un titre d'essai, et que donc les lecteurs qui cherchent un roman allaient peut-être être rebutés. C'est un roman, c'est un vrai roman avec des personnages, et des personnages qui sont de toutes les couches de la société, et qui représentent un petit peu toutes les forces, enfin, que l'on voit. Du côté, alors, dans ce livre de Alaa al-Aswani, eh bien, l'explication, c'est qu'en fait, l'appareil, l'état profond, ou l'état, je ne sais pas comment dire, on appelle ça l'état profond, non, je ne sais plus, enfin, l'état, l'appareil qui tient, ce qui est essentiellement au Marzen, au Maroc, mais dans son aspect encore plus sécuritaire que Maroc. Maroc, le Marzen, c'est plus vaste que, qu'il y a pas que, là, c'est l'aspect de la sécurité, les services. Oui, enfin, c'est un petit peu comme le Marzen, parce qu'il y a aussi autour de ça tous les médias, il y a aussi... Ça n'a jamais quitté le pouvoir. Et ça n'a jamais quitté le pouvoir, à aucun moment. Même quand Morsi est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de prise sur cet état profond. Là. Donc, il y a eu cette cause, c'est qu'ils ont continuent à tenir, et alors que les gens oubliaient cette réalité et pensaient qu'on était en train de construire un nouvel État. Et puis, il y a quand même une responsabilité énorme, je crois aussi, c'est celle des frères musulmans, parce que quand Morsi est arrivé au pouvoir, Morsi est arrivé au pouvoir, que les Égyptiens appelaient Mukallif bishu'un al-ri'asa, مكلف بشؤون الرئاسة عند جمعية الإخوان المسلمين, chargé des affaires de la présidence à la comment ça s'appelle, confrérie. À la confrérie des frères musulmans. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, parce que avec 25% des voix au premier tour, et comme voix islamiste, disons, il y en avait 10% à peu près sur d'autres, donc une très grosse majorité de voix non islamistes. Il a été élu grâce à des non-islamistes qui étaient des révolutionnaires, qui étaient des gens qui ne voulaient pas que le candidat de l'ancien régime soit élu. Et qui ont voté pour lui. Et il a eu un tout petit... Il y a des gens qui contestent, qui disent que l'armée a truqué pour qu'il arrive au pouvoir. Mais ça, pas de preuve. Mais il a eu une toute petite majorité. À ce moment-là, il avait le choix, il aurait pu s'allier aux autres, à ceux qu'il avait élus, et peut-être qu'à ce moment-là, l'armée n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Parce que, en fait, quand il a été renversé, Morsi, il a été renversé par la totalité des Égyptiens, sauf les 10 ou 15% de frères musulmans. Il avait réussi à se mettre à dos le pays tout entier. Et donc, l'armée a été portée par ça. S'il avait eu l'intelligence de discuter de la Constitution, mais l'intelligence, c'est pas lui qui commandait, il n'a pas voulu.
discuter de la Constitution avec les laïcs. Enfin, ils n'étaient pas très exigeants, les laïcs. Ils demandaient que, pour ce qui était de la charia, ils demandaient que l'on mette Mabadi charia à la place de Ahkam. Mabadi, ça veut dire les principes de la charia, au lieu des stipulations de la charia. Voilà, c'était des petites choses comme ça. Il aurait pu céder. Il aurait pu... Et là, à ce moment-là, peut-être que qu'à un cas, la révolution aurait pu... la démocratie aurait pu trouver son chemin. Mais là, c'était vraiment... Il s'est tellement mal conduit qu'il a créé une haine considérable de l'ensemble des Égyptiens qui fait qu'il a été chassé, que l'armée attendait ça comme une bonne occasion et que maintenant c'est installé. Mais vous nous disiez tout à l'heure avant la rencontre que, au fond, l'armée, elle a roulé les Égyptiens dans la farine parce qu'elle a profité de leur mécontentement pour installer une dictature sans précédent en Égypte. Sans précédent. Vous disiez, c'est pas Moubarak, ici c'est autre chose, non. Il y a une violence dans la répression qu'on sous-estime en France. C'est sans précédent, oui, on ne se rend pas compte du point où on en est arrivé actuellement. Par exemple, le livre de Al-Aswani n'a pas été édité en Égypte. Mais en Égypte, sous Moubarak, on éditait à peu près tous les livres qu'on voulait. Parfois, il y avait ensuite une censure qui venait d'Al-Azhar ou qui venait... Mais les livres étaient libres. La presse l'était moins, même si les 2 dernières années, il y avait eu apparition de titres assez libres. Donc, c'est pour la première fois qu'un livre comme celui-là est interdit. Que l'auteur de ce livre est... persécuté, c'est-à-dire on arrête sa fille parce qu'elle a un accident de voiture, alors enfin on embête constamment. Les éditeurs, alors quand je dis que le livre a été interdit, c'est que les éditeurs ont reçu des coups de fil, alors on leur faisait comprendre que ça pouvait être très grave pour eux, que n'importe quoi pouvait leur arriver, que voilà. Y compris les éditeurs très engagés comme Darmerit, par exemple, qui n'a pas non plus publié, parce que c'était pas possible, parce qu'ils savaient que ça pouvait aller n'importe où. Donc voilà, les gens sont arrêtés, ça c'est nouveau aussi, me disait Al-Aswani, dans les cafés, quand ils ont l'allure révolutionnaire, on les arrête, on les amène au poste, on les bat, ça c'est même pas la peine de le dire. C'est-à-dire que quand on est arrêté au commissariat, on est d'abord battu. Et puis ensuite, parfois on les relâche, parfois on les garde. Qu'est-ce que c'est le look révolutionnaire? Il y en a un ici, mais avant, il l'avait plus que maintenant. Donc, les cheveux longs, ou alors un petit chignon, une petite queue de cheval, la barbe, enfin, voilà, une allure jeune, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Non, toi tu veux? Oui, bien sûr. Ici, devant. Ça fait depuis l'autre mercredi qu'il attend. Vas-y. Oh, peut-être que je pose trop de questions. Non. Mais je peux jeûner. Hein. Non. Oui, là, je voudrais plutôt parler de l'homme, le conseiller culturel. Oui. J'ai fait partie de la génération qui a eu la chance de bénéficier de l'école française dans les années 50, plutôt 50, 60, où le fils de menuisier pouvait y accéder en passant des examens et puis bénéficier de cet enseignement de qualité sans payer un prix exorbitant. Et j'ai eu l'impression que depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas combien, la politique ou le paradigme de l'enseignement à l'étranger de la France est devenu lucratif. C'est-à-dire qu'il faut être un fils issu d'une famille riche ou moyenne, mais avec des moyens solides financiers pour pouvoir accéder à l'enseignement, donc à la langue française. Quid de ces messes annuelles de la francophonie, on chante la francophonie, la propagation de la francophonie, etc. On ne voit que la classe riche dans ces pays, c'est-à-dire que l'enseignement du français est devenu un enseignement électif par l'argent.
Et quelle école vous étiez? J'appartiens à la dernière génération, à la dernière promotion du lycée Mangin à Marrakech. Ah, d'accord. Et je fais partie de la première promotion du lycée Victor Hugo. Donc, oui, dans les années, bon, j'ai eu le bac en 65, ça fait quand même un bail. Hein. Bon, d'abord, quand même, c'est pas à la France d'assurer l'enseignement dans les pays étrangers, y compris francophones. On ne peut pas compter sur un pays étranger pour assurer l'enseignement chez vous. Donc, l'enseignement français gratuit ne peut être répandu à l'ensemble du monde. C'est hors des moyens de la France. Mais c'est regrettable que les moyens mis en place aient diminué, certainement. En Égypte, ce qui est le cas que je connais le mieux, vous avez plusieurs types d'abord, l'enseignement dans l'école publique, c'est pas très très bon, mais le français y est présent. Vous avez ensuite les écoles de bonnes sœurs, de curés, qui sont bonnes. Elles sont bonnes. J'ai des amis qui avaient leurs enfants dans une école de bonnes sœurs, mais comme ils étaient français, ils étaient franco-égyptiens, ils les ont mis ensuite dans un lycée, comme ils avaient donc français, et le niveau était bon. Ils ont pu s'adapter très bien, les enfants. Donc, ces écoles de bonnes sœurs sont pas chères. Elles sont en Égypte pratiquement l'enseignement. Si on veut un enseignement un peu de qualité, il faut payer. Hein, y a pas. Et donc ces écoles-là sont pas chères. Puis après, c'est créé par la suite. Alors les écoles françaises, elles, il y a le lycée français, mais c'était plutôt fait pour les enfants français ou expatriés ou voilà. Mais il y avait bien sûr des Égyptiens. Là, c'est cher. C'est cher. Et puis, il y a une nouvelle génération d'écoles qui s'est créée, financée par des capitaux égyptiens, qui sont des écoles d'investissement, on les appelle, qui, elles, sont des écoles chères, effectivement. Mais ça, c'est le problème des pays en question. C'est le problème de l'enseignement dans les pays en question. La France n'a pas à assumer la responsabilité de l'enseignement dans un pays étranger, même si au Maroc, il y a à peu près 80 000 personnes, ce qui est trop à mon avis, dans des lycées à programme français, parce que c'est quand même un peu embêtant que toute l'élite d'un pays ait un enseignement entièrement étranger. Au moins en Égypte, ces écoles sont des écoles qui restent égyptiennes avec une partie du programme égyptien. Sans transition, comme on dit à la télévision, l'homosexualité est très présente dans votre livre. J'aimerais qu'on en parle un peu. Il n'y a pas de raison qu'on n'aborde pas cette dimension-là de votre livre. Je vais en profiter pour vous poser une question qui m'a toujours fasciné. Peut-être vous avez la réponse. On a l'impression dans le monde arabe d'une espèce de schizophrénie sur cette question, absolument phénoménale, parce que d'un côté, c'est une forme de sexualité très répandue, chez les jeunes, visiblement, et d'un autre côté, c'est complètement tabou. C'est-à-dire, c'est une question qui peut vous valoir une exclusion, une mise à l'écart, des tortures. Enfin, comment vous qui avez traversé le monde arabe, un peu de l'Afrique du Nord à l'Orient, comment vous expliquez cette schizophrénie? Elle est quand même mystérieuse. C'est l'islam, parce qu'on nous dit c'est l'islam, mais c'est pas que l'islam, visiblement. Non, je pense pas. Les 50 ans là sont intéressants parce que, en fait, il faut voir ça dans le temps. Il faut remonter même bien au-delà de ces 50 ans. Jusqu'au XVIIIe siècle, le monde arabe était un monde où l'homoérotisme avait le droit de citer autant que l'hétéroérotisme. Je ne sais pas si ça existe. Autant. Une thèse de doctorat, j'ai oublié le nom du garçon qui l'a faite, a été faite sur la poésie homoérotique au XVIIIe siècle. Elle était majoritaire. Et même quelqu'un qui n'était pas spécialement attiré par les garçons faisait des poèmes, racontait la beauté des garçons, comme maintenant quelqu'un qui n'est pas spécialement attiré par les femmes fera des romans, voilà. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était comme ça. Puis il y a eu le choc de l'Occident. Et ça, c'est très bien dit par Tahtaoui. Tahtaoui, quand il arrive en France, c'est quelqu'un d'Al-Azhar, il arrive en France,
Et il adore, il trouve c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Enfin, il trouve un pays selon ses vœux. Et alors, et il dit, à un endroit, il écrit, ce qui est étonnant dans ce pays, c'est que les gens ne s'intéressent pas à la beauté des garçons. Et c'est quelque chose qui le surprend parce que c'est tellement normal, tellement naturel. Et progressivement, en même temps d'ailleurs que notre 19e siècle, lui-même fait la même chose dans la société française en étant de plus en plus normatif. Enfin, petit à petit, cette norme s'impose, mais lentement, très lentement. Et puis il y a eu l'accélération de ces 50 dernières années où deux phénomènes ont eu lieu, donc successivement. Une beaucoup plus grande répression par des régimes politiques qui, comme le régime égyptien, à l'époque de Moubarak, en 2000 ou 2001, le Queen Boat, l'affaire du Queen Boat, où des dizaines de garçons avaient été arrêtés en sortant d'une boîte de nuit qui est tout à fait légale, et qui est en pleine ville, et il était en prison 6 mois, battu, torturé. Moi, j'ai donné des visas à 2 d'entre eux. Et donc, il y en a un que j'ai revu par la suite, parce qu'ils avaient été libérés au bout de 6 mois, mais il y avait encore un procès qui les attendait. C'est atroce, c'est vraiment atroce. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Quand, par exemple, Naguib Mahfouz raconte des histoires où il y a des personnages homosexuels, bon, ils font partie de la vie normale, le patron du café qui drague les jeunes garçons, sa femme vient de temps en temps lui faire des scènes, mais tout ça, ça fait partie de la vie normale. Et là, il y a eu cette tendance de plus en plus grande à la répression. Alors, peut-être que le néo-islamisme, enfin l'islamisme tel qu'il est depuis 30 ou 40 ans, là aussi c'est pareil, c'est un objet nouveau, c'est quelque chose de nouveau cet islam-là. Et donc lui aussi a participé sans doute. Et puis en même temps, il y a eu émergence de l'homosexualité, de la gaïtude, de la mislitude, puisqu'en en arabe on a inventé le mot misli, qui commence à se répandre, mais on dit beaucoup plus gay. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Avant, les gens ne se distinguaient pas comme ça. C'était pas un critère valable. Alors, moi, quand je suis arrivé, on était encore dans un monde où l'amour, la relation sexuelle entre hommes n'était pas mal vue. Elle était pas très mal vue. Il y avait des tas on plaisantait, mais gentiment, autour de ça, quand une personne était connue pour son goût des garçons, on le plaisantait, et lui, il plaisantait avec eux, enfin. À Tripoli, les bains, il y a un très vieux bain à Tripoli d'Asie, Tripoli du Liban. Il y a un très vieux bain qui est très beau, qu'on peut visiter d'ailleurs, mais qui fonctionne toujours en tant que bain. Et la tradition, c'était que les bourgeois de la ville aillent là-bas avec des musiciens, manger, des jeunes gens. Voilà, c'était l'atmosphère générale du monde arabe. Qui maintenant, donc maintenant c'est devenu beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus. Est-ce que j'ai eu raison tout à l'heure de dire que, en vous lisant, on a la sensation que l'homosexualité était aussi un des moyens de connaissance de ces sociétés. Pour moi, oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, parce que oui, bien sûr, parce que j'étais à l'intérieur. J'étais dans des familles qui me faisaient bon accueil, qui devaient bien avoir leur petite idée derrière la tête, mais qui devaient bien, enfin, mais bon, c'était pas tellement important. C'était oui, mais, par exemple, l'islamisme en Algérie. Bien, j'ai l'ami que j'avais à l'époque en Algérie, il y avait un cousin dans un canton de Kabylie qui était très islamisé, et il était lui complètement salafisé, et on est allé lui rendre visite. Et on a beaucoup parlé, il voulait nous convaincre, il nous a donné des cassettes, enfin, de Cherkish. Voilà, mais là, j'étais bien. C'est sûr que mes collègues de l'ambassade, ils n'avaient aucune idée de tout ça.
Monsieur là-bas. Gianni, derrière toi. Oh, pas, Non, c'est juste pour signaler que... L'ordre, c'est toi. Il y a Gianni. C'est juste pour signaler à propos de l'Irak que la réunion dont vous parliez de Saddam Hussein est disponible sur YouTube quasi intégralement et que ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Ah oui, oui, vraiment. Merci. C'est quelque chose qui glace le sang. Monsieur, derrière. Oui. Ma question ne porte pas sur ça, mais juste pour clore sur la question de l'homosexualité au monde arabe, il se trouve que le livre qui m'a converti à l'intérêt pour cette zone du monde, ça me fait deux points communs avec Monsieur Gauthier, que je suis originaire de la Gironde et donc un certain intérêt pour le monde quel arabe. endroit? Voilà. Mais un intérêt beaucoup moins éclairé que lui. De quel endroit demande Gilles Gauthier? En Gironde. De Bordeaux, le quartier populaire de Bacalan, je ne sais pas si vous connaissez. Bacalan. Oui. Voilà. Oui. Le livre donc qui m'a converti à cet intérêt pour le monde arabe, c'est le livre d'entretien que vous connaissez certainement entre Maxime Rodinson et Gérard Khoury, Entre Orient et Occident. C'est les mémoires de Maxime Rodinson. Maxime Rodinson indique que dès qu'il arrivait à Sidoun au monde arabe, donc Sidoun au Liban, donc sa première expérience du monde arabe, sur le chemin de l'école où il donnait les cours de français à des étudiants arabes, il se faisait systématiquement draguer par un boucher libanais. Et donc au bout d'un moment, il a changé de trajectoire. Oui. Alors ceci dit, ma question est un peu liée à Maxime Rodinson parce qu'en 2014, deux rapports coup sur coup ont été publiés, un du GIS Moyen-Orient monde musulman, l'autre livre blanc sur les disciplines rares, et qui pointait le déclin très important de l'enseignement de la langue arabe, très peu d'arabisants par rapport aux années passées donc en France, et le déclin de l'islamologie, qui n'est même plus quasiment dans les universités. Bon, on commence à voir une reconstitution des postes de maîtres de conférences en islamologie. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous l'avez constaté d'abord, ce déclin? Est-ce que ça a un effet, finalement, sur notre diplomatie en tant que telle, sur son orientation, et sur le fait qu'il y ait moins d'arabisants, le fait qu'il y ait moins de gens qui connaissent l'islamologie? Vous êtes d'une génération, vous avez peut-être connu les Jacques Berck, les Rodinson, etc. Oui, bien sûr. On attend ce renouvellement-là, quoi. Bien sûr, mais alors en revanche, aux affaires étrangères, il y a pas mal de jeunes qui sont très bons arabisants. Alors là, ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont pas été vers le secteur de la recherche, mais j'en connais plusieurs. Alors, certains d'origine arabe, mais c'est pas un gros avantage pour eux parce que souvent ils sont d'origine arabe mais nés en France, donc ils ont appris comme les autres. Et donc j'ai remarqué que oui, on avait aux affaires étrangères, on avait un corps d'arabisants qui était bon. Mais d'une façon générale, l'enseignement en arabe en France, ça a été à l'époque où j'ai été collé au CAPES, donc en 82. Il y avait à l'époque des postes au concours. Moi, j'avais été collé, il y avait par exemple 8 postes au concours. Bon, j'exagère, mais 6 postes au concours, par exemple. Et j'étais 4e, mais ils n'avaient donné que 3 postes. Ça, c'était l'université elle-même. L'éducation nationale avait donné 6 postes, mais on n'avait recruté que 3 postes. Il y avait un petit peu ce côté-là. Il y a alors, c'est compliqué de savoir pourquoi. Je pense qu'on a c'était mal organisé. Il y a eu des erreurs faites. Mais il y a une volonté très forte à l'époque de développer l'enseignement de l'arabe. Si vous voulez, la France, par rapport à d'autres pays, prenez les pays d'Europe, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup où l'enseignement soit présent dans le secondaire comme ça. En France, il est quand même présent dans le secondaire. Il n'est pas beaucoup, mais il l'est un peu. Mais maintenant, il y a un débat actuellement, vous êtes au courant. Jacques Lang s'est fait insulter de façon incroyable sur les sites parce qu'il a eu le malheur de dire... Alors, il a fait un article qui va paraître dans Le Monde. Donc, il a fait un article pour réagir à ça. C'est fou de voir les réactions que suscite l'idée de l'enseignement de l'arabe en France. C'est étonnant. Je voudrais quand même défendre l'université française. Nous avons des grands islamologues aujourd'hui qu'il faut saluer. Je pense à Philippe Val, à Caroline Forest, à Éric Zemmour. Je voudrais souligner en particulier Éric Zemmour qui vient de saluer le geste fait important par Emmanuel Macron
sur la disparition de Maurice Audin, Maurice Audin, dont Éric Zemmour, avec la finesse qu'il caractérise, a dit que c'était dommage qu'il soit mort parce qu'il méritait 12 balles dans la peau. Voilà. Oui, oui. Non, c'est véridique. Hein. L'abjection n'a pas de limite, comme vous le voyez. Il nous reste quelques minutes. Une petite parenthèse pour continuer. À l'Institut du monde arabe, nous avons tous les ans les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Et cette année, ça va porter sur le corps dans tous ses états. Et il y a quand même beaucoup d'universitaires qui travaillent sur le monde arabe. Alors, peut-être pas... c'est-à-dire, en islamologie générale, non, mais sous des aspects, sous des angles de l'islamologie, il y a des études passionnantes qui se font. Hein, parce que, donc, du coup, dans nos réunions de comités scientifiques, j'entends parler un petit peu, on ne parle pas uniquement du sujet, il y a quand même beaucoup de travail qui se fait. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Alors, il n'y a pas les grands comme Berck, effectivement, qui a été... À une époque, je lisais Berck avec autant de plaisir que j'ai lu Proust par la suite. Je parlais d'islamologie classique, c'est-à-dire connaissance des textes, vraiment. Après, sciences politiques du monde musulman, c'est quelque chose. Anthropologie, sociologie du monde musulman. Oui. Islamologie, connaissance des textes classiques et de la langue. Oui, c'est vrai. Je propose qu'on laisse à Gilles Gauthier le temps de vous dédicacer son livre pour ceux qui veulent l'acquérir, et je le remercie infiniment d'être venu me voir.